Ils sont partis dans les couloirs du temps. Salut les amis, aujourd'hui c'est une émission un peu spéciale des couloirs du catch, parce qu'avec mon ami Messaya, comment tu vas aujourd'hui? Ça va très bien toi Thomas? Super, je suis content de ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui les couloirs du catch partent à l'est. Oui, et même très à l'est. Très à l'est. Suite à certaines vidéos qu'on a eues, on a eu beaucoup de retours dans les commentaires de personnes qui voulaient qu'on parle un peu de catch japonais. Oui. En plus le catch japonais, c'est ta cam. Oui, c'est ça, c'est clairement ma passion dans le catch. On a décidé de vous faire quelques émissions où on va parler justement de catch japonais. Petit fait très important, ces émissions ne remplaceront pas le podcast hebdomadaire du lundi, qui restera un sujet un peu plus commun, entre guillemets, si je peux me permettre. On restera dans notre, on va dire, dans notre temporalité, dans notre leitmotiv. Ouais. Et du coup, on va essayer de vous faire, alors on n'a pas encore la fréquence, on va encore voir, parce que forcément ça prend du temps d'enregistrer, donc il faut qu'on puisse enregistrer, mais ça y est. On va essayer de vous faire ça 1 à 2 fois par mois, un vendredi, de vous envoyer une émission un petit peu sur le catch japonais. Oui. Tu vas essayer un petit peu dans la mesure du possible de vulgariser un petit peu le catch japonais pour donner envie aux gens qui ne connaissent pas forcément d'y aller. C'est ça, et aussi après, en fonction des futures émissions qu'on va faire dessus, de toucher ceux qui s'y connaissent, mais peut-être de leur apprendre quelques trucs ou des petits détails que je connais. Mais ça va être un exercice un peu plus compliqué que d'habitude pour moi, parce que quand on parle de WWE, WCW, tout ça, c'est un peu, j'ai beaucoup donné des anecdotes, de raconter les faits. Mais là, on va essayer de vulgariser, donc c'est un exercice où j'ai pas trop l'habitude de m'y atteler. De t'y prêter, bien sûr. Donc je vais essayer au maximum d'être clair, on va dire. Alors ensuite, il y a une chose qui est importante de savoir, c'est que moi, le catch japonais, je n'y connais rien. Je suis totalement néophyte, à part les quelques matchs que tu m'as montré quand on se voit de temps en temps, les quelques catcheurs que tu m'as parlé. Je connais un petit peu le catch japonais par rapport aux catcheurs qui sont passés aux États-Unis. Oui. Mais et des deux côtés, je parle, hein, que ce soit l'Américain qui va au Japon ou le Japon ou le Japonais qui va en Amérique. Mais c'est vrai que tout ce qui est catch vraiment pur japonais, je connais pas. Donc on va faire un petit peu des émissions, alors un peu dans le même principe avec des FAQ, des pots pourris. Et ensuite et au fur et à mesure des émissions, on parlera d'un catcheur prédéfini ou d'une fédération prédéfinie. Je pense que si on a des bons retours, tu feras la New Japan. Ouais, je ferai l'histoire du créateur de la New Japan et de la New Japan, donc Anthony Inoki. Sûrement l'histoire de la All Japan, qui est l'autre grosse fédération. En fait, c'est les deux plus grosses fédérations historiquement, plus actuellement. Et ce sera intéressant de revenir sur des catcheurs légendaires comme ça, qui sont des débuts, qu'on fait évoluer. Et dans les commentaires, vous m'avez demandé par exemple Kenta Kobashi. Je pense que ça fait partie des catcheurs dont on parlera plus précisément. Des grosses stars dans l'ère du temps japonais. Alors aujourd'hui, on va rester sur une émission un petit peu plus fourre-tout. Je vais te poser quelques questions. Le but, c'est que tu donnes envie aux néophytes comme moi de se tourner aussi un petit peu vers le catch japonais. Oui. Voir autre chose que le prisme WWE catch américain. Parce qu'on parle un peu d'AEW, on parle un peu de TNA, mais forcément, nous, nos grosses émissions, c'est sur les stars WWE. Surtout que, là, maintenant, le catch japonais actuel, c'est beaucoup occidentalisé. Donc, à part certaines fédérations, on va dire la New Japan, qui est la plus grosse, c'est beaucoup américanisé. Donc, du coup, on va dire dans le produit, ça change pas. C'est plus dans leur manière de tourner les shows, des trucs comme ça, de consommer le produit qui est différent. Mais dans les matchs, si vous regardez beaucoup d'AEW, par exemple, vous avez bien vu qu'il y a des blindes de stars de la New Japan qui ont fini à l'AEW. Et en fait, c'est plus ou moins le même catch. D'accord. Mais c'était pas le cas dans les débuts. Il me semble, quand on a fait l'émission sur la Nexus, tu avais dit que Darren Young était un catcheur de la New Japan américaine, non? C'est ça. Il a été l'un des fers de lance de la création de la section USA de la New Japan. Voilà, donc du coup, c'est bien. Et puis là, c'est ton domaine, donc je suis content qu'on en parle un peu. Moi, je vais essayer de te poser des questions et le but, c'est que tu y répondes. Et puis de voir un petit peu comment ça se tourne et essayer de faire ça un peu de manière ludique. Yes, on va essayer. On va essayer. Moi, déjà, j'ai envie que tu me parles un petit peu Alors là, c'est vraiment, les amis, je pense que on va essayer de parler d'un peu de tout, sans forcément rester focalisé sur une star ou une fédération. Le but, c'est que tu parles un peu de tout, ok? Oui. Là, je vais commencer par te demander les origines du catch japonais. D'où ça vient? Pourquoi il y a une telle base de fans de catch au Japon? C'est assez complexe et on va dire cocasse comment ça a été fait au Japon. Donc on va parler d'un nom qui va être ultra récurrent et c'est un nom qui résonne pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire. C'est Rikidozan. Rikidozan est le premier catcheur japonais. Littéralement le premier. Ce n'est pas un japonais. Donc c'est ça qui est quand même assez intéressant. Il est coréen. Et coréen du Nord. Nord-coréen. Nord-coréen.
Donc du coup, vous savez un peu ce qui se passe en Corée du Nord. Donc du coup, ça vous donne un peu on va dire le contexte. Il y a un truc? Et de base, c'est un sumotori. Sauf qu'en fait, au Japon, parce que le Japon, c'est quand même un pays très fermé. Tu peux, là, tu parles de ça, mais t'as une temporalité un petit peu? Là, on est dans les années 60. Merci. Voilà. J'ai pas la date exacte. Non, mais c'était pour que voilà. on sache oui. à peu près où on est. Voilà, donc c'est dans les années 60, et en fait, il voulait se lancer dans une grosse carrière de sumotori. Sauf que comme le Japon, comme je viens de dire, est un pays fermé, quand même, qui a beaucoup de bases, pas forcément racistes, mais si, quand même, un petit peu, quand même. Enfin, oublie pas qu'on est 15 ans après entre 15 et 20 ans après la Seconde Guerre mondiale. Exactement, donc du coup... Donc c'est un pays aussi qui se remet encore de ses plaies. De ses plaies, et du changement de paradigme, et tout ça. Et notre ami Rikidozan, en fait, il ne peut pas devenir un sumotori renommé et reconnu. Parce qu'il est coréen? Parce qu'il est coréen. Donc en fait, il y avait que les Japonais qui avaient le droit d'avoir les titres. Donc pour vous donner un petit clin d'œil, les noms des catcheurs qui étaient des Samoans, qui ont eu des gimmicks de sumo à la WWE, ce sont les titres des grands... Bah, Yokozuna, c'est le titre des C'est le titre suprême du Japon, sumo, du sumo japonais. Et Rikishi, c'est le stade juste en dessous. C'est dommage qu'on n'a pas pu recevoir pour cette émission Jacques Chirac. Ah bah pour le sumo, lui, s'il connaît. Il nous en aurait parlé. Bon, malheureusement, il est plus là. Enfin, Ouais. voilà, mais lui, il nous aurait dit plein de choses sur les sumo. C'est aussi un petit domaine que je m'y connais un petit peu parce que je m'y suis intéressé en étant un peu plus jeune. C'est vrai? Ouais, j'aime beaucoup le sumo. Mais on va pas en parler aujourd'hui. Mais Moi, je connais qu'un seul sumo, c'est Edmond Honda. de Street Fighter. Voilà. Bien joué. Mais moi, j'aime beaucoup. On va dire dès que on va dire ma forme de sport préférée, c'est le catch. Et c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé par le catch japonais, parce qu'en fait, c'est vraiment, encore maintenant, le côté sportif qui est beaucoup plus mis en avant que le spectacle. C'est ça le truc, et on va y venir tout de suite. Donc notre ami Rikidozan, en fait, comme il voit qu'il ne peut pas devenir sumo, en fait, il voit que le catch aux États-Unis, ça commence à prendre. Mais on est dans les années 60, hein, c'est pas du tout la même. Parce qu'en fait, le catch, à l'époque, aux États-Unis, c'était des grappleurs, des hookers, on va dire... L'origine des coups. C'était plus même de la technique pure du au sol. En fait, c'était du shoot wrestling. Ça veut dire qu'en fait, les gros stars de catch américains à cette époque, c'est des Lutez, par exemple, c'est le nom le plus mythique. En fait, c'est un mec parce qu'à l'époque, il pouvait avoir beaucoup de screw job et de choses comme ça. Donc, c'était décidé à l'avance qui allait être champion et tout ça, mais les mecs essayaient de se la mettre à l'envers. Donc, du coup, il fallait qu'ils soient crédibles. Oui, donc c'était des vrais combattants. Il pouvait se passer tout et n'importe quoi sur le ring. Tout et n'importe quoi. Et même ce qui était prévu, ça pouvait changer. C'est ça. Et donc du coup, il fallait être legit dans le ring. Et en fait, c'est ce qui a attiré Rikidozan, parce qu'en plus, lui, le sumo, c'est un vrai sport de combat. Le but, c'est de gagner. Il n'y a pas décidé à l'avance. Il faut être meilleur que son adversaire. Et en fait, on dit que c'est le premier catcheur japonais, mais en fait, c'est plus un politicien qu'autre chose. En fait, lui, il a servi à faire développer ça. Donc du coup, il a réussi à rentrer en contact avec Lutez, rentrer en contact avec la NWA pour justement faire venir les Américains au Japon. La NWA, vous vous rappelez les amis, c'était le gros territoire du Nord. C'est les rassemblements de tous les territoires aux États-Unis. Non, tous les États-Unis. Tous les territoires, autant pour moi. Oui, de tous les États-Unis. Et il a réussi à convaincre le champion de la NWA de l'époque, Lutez, de venir au Japon, de faire des shows de catch au Japon et de se coucher pour Rikidozan. C'est quand même ouf parce que Lutez à l'époque, il était limite invincible. Oui, mais au Japon, peut-être que... il n'y a pas eu la même portée. Et s'il avait perdu, enfin, s'il perd au Japon, c'est pas la même chose que de perdre aux États-Unis. Exactement. Et du coup, il a même donné il a laissé son titre à Rikidozan quand même. Pour faire développer. Et en fait, comme c'est un politicien qui avait aussi des accointances avec les Yakuza, avec le pouvoir en place, il a pu développer ça très très vite. Jusqu'à créer une fédération, qui était la JWA. Donc, la Japan Wrestling Association, qui était la seule fédération de catch au Japon à l'époque. C'est la première et la seule à l'époque. C'est la seule qui a réussi à avoir des deals TV. Donc du coup, il y avait 2 deals TV dans le début de la télé. Donc sur 2 chaînes de télévision. T'avais des shows à la télé. Il y avait des shows à la télé. C'est très très vite en fait, c'est ça qui est incroyable. Mais il n'y a pas encore de catch japonais. C'est des Japonais qui vont affronter des gaijin. D'accord, on fait venir des Américains. Des Américains, des Mexicains. Des Mexicains pour les faire affronter face à ensemble, entre eux. Il n'y a pas de catcheurs japonais, c'est ça? Les catcheurs japonais ne s'affrontent pas. Ouais, voilà, d'accord. Ils affrontent que des gaijin. D'accord, ok. Excuse-moi, j'avais pas compris. Oui, pas de souci. C'est un peu complexe, hein. Et en fait, il va avoir je vais pas refaire toute leur historique parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais je vais parler de 2 noms qui sont très importants. Le premier, c'est Giant Baba.
t'en as peut-être déjà entendu parler parce que dans des émissions, on a dit comme quoi André le Géant a fait ses derniers matchs avec Giant Baba avant sa mort. Giant Baba, c'est la deuxième plus grande star après Ricky. En fait, c'est la première grande star après Ricky Dozan. C'est les matchs que je fais André le Géant post-Wrestle au début des années 90. Oui, c'est ça, avant sa mort, ouais. Ouais. Ça. Il retourne au Japon. Il retourne au Japon, oui, voilà, parce que lui, il a une grande carrière quand même au Japon, il a fait beaucoup de shows. Et en fait, Giant Baba, déjà, c'est un catcheur japonais qui a un physique démentiel pour un japonais. D'où le nom. D'où le nom, Giant. Donc en fait, il fait 2 mètres. Très sympathique. Ce qui est assez rare chez les physiques japonais. Oui, c'est ça. Ils peuvent être très musclés. Il y en a eu beaucoup dans l'exemple, mais en général, au niveau de la taille, c'est des gens de plus ou moins de taille moyenne. Tu me laisses digresser ou pas? Vas-y. J'ai le droit. Je suis un grand amateur de football manager. Oui. Et j'ai commencé une carrière où je suis en 3e division japonaise. Et j'ai eu énormément de mal à trouver un attaquant de plus d'1m90 japonais. Ah c'est pas étonnant en fait. Ouais, c'est pas étonnant. Il y en a pas comme ça en fait. Et tu ressens qu'en fait c'est une population qui est un petit peu plus petite que nous finalement entre guillemets que les occidentaux en termes de taille. C'est clairement ça. Et du coup, Giant Baba, comme il avait un physique de fou pour un japonais, ça doit attirer l'œil. Ça attire l'œil. En plus, il avait vraiment un charisme et il dégageait une bonhomie, un peu comme André le Géant justement, avec André le Géant, comme Mick Foley qu'on a parlé il y a pas longtemps. Non mais oui, ils ont l'air vachement sympas. Vachement sympa. Et Giant Baba, c'est ça. Et même dans sa carrière, il a été défini un peu comme ça. Donc il y avait déjà, excuse-moi, je te pose une question, il y avait déjà ce côté face heel ou pas vraiment? Pas vraiment. Plus les étrangers qui viennent attaquer les japonais. C'est ça, très sportif et pas spécialement d'histoire. Il n'y avait pas de. D'accord, c'était des combats. C'était des combats. Donc, en fait, c'est un truc qui va rester beaucoup au Japon. C'est que souvent les storylines vont se régler dans le ring. Il n'y a pas besoin forcément d'histoire de promo. Dans le ring, l'histoire va se raconter. On enlève un peu tous les artifices qu'il peut y avoir à la WWE. C'est ça. Il y en a plus maintenant. Même si à cette époque, dans les années 60, il n'y avait pas l'artifice autant même. Autant. Donc, du coup, il va lancer Giant Baba. Et en fait, il va avoir aussi un deuxième qui va être juste en dessous de Giant Baba. Justement, il va lui servir de faire valoir pendant très longtemps. Ce qui va le pousser à vouloir devenir le catch japonais. C'est Anthony Inoki. Donc j'en ai beaucoup parlé, donc on va plus se concentrer sur lui. C'est lui le créateur de la New Japan. Pro. Donc en fait, quand la JWA a commencé à vraiment s'installer à la télé et que Ricky Dozan avait réussi à faire que sa fédération rayonnait à travers tout le Japon, on est toujours dans les années 60. Ah ouais, carrément. Oui, parce que tu m'as dit que ça venait très vite, mais je pensais que parce que le Ricky Dozan, en plus est mort très jeune. Il est mort très tôt. Ricky Dozan a une carrière de même pas 10 ans. Ah oui, donc ouais, voilà. Pas le temps de niaiser, quoi. Pas le temps de niaiser. Et en fait, la JWA, donc il y avait Ricky Dozan qui était le président, qui rayonnait, c'est celui qui avait lancé le catch japonais. Il luttait aussi. Mais il catchait beaucoup moins. Ouais. Vraiment très vite, il nous catchait beaucoup moins. Et en fait, il mettait en avant Giant Baba. Et donc, et après, il a commencé Anthony Inoki. Et Anthony Inoki, c'est Ricky Dozan qui a été le chercher parce que Anthony Inoki, de base, il vient d'une famille assez riche au Japon. Mais après la diaspora japonaise, il a dû émigrer au Brésil. D'accord. Et on est toujours dans le premier point, si tu veux. Et donc en immigrant là-haut, en fait, c'était quelqu'un de très sportif. Tu regarderas les images, hein, Antonio Inoki, il avait déjà un physique de ouf. À 14 ans, il faisait déjà 1m80. Ok. Il a pas beaucoup plus grandi derrière. D'accord. Mais très sportif, qui a fait beaucoup de sport. Quelqu'un qui a une mentalité de shonen. On va dire pour les mangas. C'est vraiment la définition du héros japonais, c'est vraiment Antonio Inoki. D'accord, ok. C'est exceptionnel. On fera une émission complète sur Antonio Inoki, j'y tiens. D'accord. Donc du coup, je vais pas rentrer trop dans les détails. Ricky Dozan est venu le récupérer au Brésil pour le mettre au catch. Parce qu'il voyait un potentiel de fou chez lui. Et il s'est pas trompé. Ah oui, bah. Sauf que il était bourré d'ambition, Antonio Inoki, et en fait, en étant en dessous de Giant Baba, il a essayé déjà, à part de rejoindre un autre catcheur dans une autre fédération. Ça n'a pas marché. Ils sont venus le payer pour qu'il revienne à la JWA, et en fait, on avait Giant Baba qui était sur la chaîne de télévision principale en tant que grosse star, et Anthony Inoki qui était la deuxième chaîne de télé avec le reste du roster. Donc vraiment, c'était divisé en deux, et de temps en temps, ils faisaient des matchs par équipe dans la première chaîne. Giant Baba n'allait jamais dans la deuxième chaîne. D'accord. C'est vraiment, Giant Baba, il avait la chaîne principale, et dans la chaîne secondaire, c'est Anthony Inoki. C'est un peu, entre guillemets, pour vulgariser, Raw et SmackDown, quoi. Ouais, c'est ça, c'est... Giant Baba, c'est Raw, c'est le show principal, et Anthony Inoki, c'est... Ouais, c'est très bien vulgarisé, c'est ça. Un peu moins, C'est un peu plus complexe, on y reviendra dans une vidéo dédiée, mais oui, vulgarisé. Et en fait, fin des années 60, début des années 70, il y a beaucoup de problèmes à l'intérieur de la JWA, entre les Yakuza et beaucoup de dirigeants, en fait, qui détournaient le pognon. Et en fait, Antonio Inoki, qui était vraiment ambitieux, il voulait avoir la place de Ricky Dozan, parce que Ricky Dozan allait mourir, il était malade, allait mourir, et il voulait le remplacer.
Donc du coup, il a voulu faire un genre de coup d'état en dénonçant ceux qui faisaient des détournements d'argent, en Auprès éclatant des Yakuza, donc. ouais auprès des Yakuza et auprès de la télévision, de tout ça. Mais Giant Baba n'était pas tout à fait d'accord parce qu'en fait, il y avait des gens qui allaient se faire éclabousser par le scandale. Et puis, à mon avis, les Yakuza, Rigolez pas trop. ça doit pas rigoler. Non, mais- et le truc, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient innocents et qui allaient prendre avec. Donc du coup, Baba avait demandé à Inoki de le faire de manière discrète. Sauf qu'en fait, ça a fuité. Et en fait, avec la fuite, les dirigeants de la JWA ont dégagé Antonio Inoki et tous les dissidents. Et Antonio Inoki s'est pas dégommé. Il a dit, c'est bon, c'est mon heure, je vais créer ma fédération. Et donc, il a créé. La New Japan Pro Et Wrestling. là, on est dans les années 70. 71. 71. C'est 60. Elle a perduré, l'autre fédération? La JWA est morte très peu de temps après. Et ça a permis à Giant Baba de créer la All Japan Pro Wrestling. D'accord. Donc en fait, c'est ça qui est ouf, c'est que les deux stars, quand la JWA a éclaté, ils ont créé chacun leur fédération. Et en plus, ça va me permettre de parler du style du catch japonais, Et les deux fédérations qui existent encore aujourd'hui. qui existe encore aujourd'hui. Il y en a une, c'est la plus grosse fédération, C'est la New c'est Japan. la New Japan. Dans La All- Inoki. d'Antonio Inoki, la All Japan, c'est maintenant une fédération vraiment beaucoup plus petite. C'est un peu comme la Ring of Honor, si tu veux faire Ok. une comparaison. Ok. C'est genre la 4e Ouais, d'accord. au Japon, mais ont toujours le gros héritage de Giant Baba. Donc là, tu vas parler un petit peu des différents styles de catch qui au Japon. Exactement, je vais t'expliquer le catch japonais façon Inoki Donc, et la façon All Giant Japan Baba. Et façon, ok, All Japan. Voilà. Ok. Par quoi on commence? On va commencer par la New Japan parce que c'est plus intéressant. Ok. Parce que pour moi et pour d'autres spécialistes du catch japonais, Antonio Inoki, c'est lui qui a créé le catch japonais. Parce qu'avant, comme je disais, c'était des Japonais qui affrontaient des Américains. Donc ils s'habituaient au style américain. Antonio Inoki, lui, quand tu regardes le logo de la New Japan, c'est écrit New Japan Pro Wrestling, King of Sports. Donc lui, on va devenir les rois du sport de combat. Donc la marque de fabrique et la grosse catchphrase de la New Japan, c'est le strong style. Donc je vais déjà m'arrêter là-dessus. Le strong style, ce n'est pas comme beaucoup pensent où c'est être stiff dans le ring. C'est pas vrai. Ça, être stiff, c'est juste qu'au Japon, ils veulent rendre le truc crédible, donc ils sont stiffs. Mais le strong style, c'est de montrer que le catch est la forme supérieure de combat. Ça veut dire on est les plus forts. D'accord. Donc ça veut dire d'intégrer des techniques d'arts martiaux dans le catch pour le rendre le plus sportif possible. C'est ça le strong style. Et c'est ce qu'il a fait Antonio Inoki. Antonio Inoki, on en parlera vraiment plus dans sa vidéo, mais c'est quelqu'un qui est le père du MMA. Il fait partie qui a développé le MMA. D'accord. Sans le vouloir, c'est lui qui a développé le Mixed Martial Art. Parce que Antonio Inoki, c'est lui qui a fait le premier combat de MMA de l'histoire, reconnu comme tel, quand il a affronté Mohamed Ali. D'accord. Tu connais cette histoire? Pas du tout. T'as jamais entendu parler de ça? Parce que Jamais. c'est un truc mythique. Donc, je t'en parle un peu après. Et derrière, ça va, en fait, si tu veux, tu prends l'arbre généalogique. Il y a Rikidozan. Ensuite, il y a ses deux enfants. Il y a Baba et Inoki. Et en fait, Baba, il va continuer de faire du catch japonais, mais d'une manière totalement différente et vraiment rester japonais. Alors que Antonio Inoki, tout va se diviser. Et en fait, plein de gens peuvent se retrouver dans Inoki. Que ce soit, comme j'ai dit, des stars de MMA, le catch actuel aujourd'hui, vraiment le shoot style aussi, et après l'évolution des gimmicks et des trucs comme ça. C'est vraiment tout part d'Inoki pour moi. C'est vraiment lui qui a créé le catch japonais. Et on en parle souvent des catcheurs bookers qui se sont mis en avant et des machins comme ça. Lui, c'est le mec qui a réussi, en étant patron, à réussir à se mettre le plus en avant et de faire évoluer sa fédération au point de devenir la fédération numéro 1 au Japon. C'est quand même ouf. Ouais, il s'est mis en avant, mais il a pas oublié de mettre les autres aussi, c'est ça? Bien sûr, il a réussi à créer il aura des problèmes plus tard, mais il a réussi à vraiment développer son truc. De toute façon, c'est toujours reconnu, hein, que plus tu fais passer ton adversaire fort, Ouais. plus le jour où tu le bats, tu parais fort. Oui. Et lui, ce qu'il a fait pour réussir à développer le catch japonais, il s'est entouré de grands catcheurs occidentaux. Les deux, le plus gros qu'il a appelé, qui est un Belge, qui est Karl Gotch. Je pense que tu n'as jamais entendu parler de Karl Jamais. Gotch. Il fait partie de la lignée justement des grands shoot wrestlers, donc catcheurs legit de l'époque des années 60-70. Donc il y a Lutez, qui est le plus connu, donc ça t'en as entendu parler, champion WA, tout ça. Il y avait Billy Robinson, l'anglais, qui fait partie du Snake Pit. Catché aussi en Amérique, hein, tout celui-là. Ils ont été en Amérique, ils ont été un peu partout, mais ils étaient vraiment ancrés en Europe. D'accord, ok. Voilà, donc le Snake Pit en Angleterre, qui est vraiment là-dedans, t'as vraiment les plus gros techniciens d'histoire du Parce catch que qui sont arrivés. Il faut savoir un truc sur le catch en Europe dans les années 50, 60, 70, c'est que c'était quelque chose de très porteur. Exact. Parce que moi, mon grand-père m'expliquait que la première chose qu'il a vue à la télé,
quand ils ont eu la télé chez lui, c'était du catch. Bah oui, c'est ça. Enfin, du shoot wrestling, c'est l'ancêtre, comme tu disais, du catch. Mais c'était du catch. C'était quelque chose de très porteur à l'époque. Oui, bah oui, parce que pareil, on voyait des physiques de fou et que c'était très sportif. Et puis je pense que c'était facile à filmer. Aussi. C'est vrai pour la division de pour les années, pour l'époque là, c'était plus facile qu'un match de foot ou quelque chose comme ça, quoi. Voilà. Et bah, je vais revenir sur le fameux Karl Gotch, donc un Belge, pour te donner l'idée à quel point ce mec est fou et précurseur dans l'histoire du catch. C'est comme j'ai dit, l'un des techniciens les plus reconnus de l'histoire encore maintenant, à tel point que c'est lui l'inventeur du German Suplex. D'accord, oui. Voilà, rien que déjà ça. C'est une des prises les plus mythiques encore aujourd'hui. Et surtout au Japon. Le German Suplex, c'est une institution au Japon. Okay. Donc vraiment, c'est lui qui a amené. Et Inoki a embauché ces mecs-là pour que ce soit ses partenaires dans le ring, dans les débuts des shows. Donc les premiers main events de la New Japan, c'était Inoki face à Karl Gotch. Et en fait, ça a permis de montrer un style vraiment puissant, le strong style. Pour la German Suplex, je comprends certaines choses maintenant. Je sais que pour avoir lu les mangas de Onizuka quand j'étais gamin. Ah bah oui. Dans les premiers tomes, il fait une German Suplex. Alors un prof ou je sais plus, ouais. Mec, lui, enfin, il sait pas qu'il est prof au moment-là. Ouais, et la directrice du lycée lui demande justement de venir enseigner, comme quand il a fait son German Suplex, de mettre de l'énergie, de la force, C'est ça, de manière. Et maintenant, je comprends pourquoi il y avait ça dans le. Bah, toi qui as lu justement GTO, donc Great Teacher Onizuka, c'est vraiment c'est l'image d'Inoki. D'accord, ok. Si tu veux, c'est ça. Hein. Okay. C'est vraiment clairement ça, quoi. Et donc, il a permis ces mecs-là à se développer. Donc, lui, vraiment, il faisait du catch à la japonaise. Il a créé le catch à la japonaise. Il a affronté quelques gaijin, mais pas trop. C'est lui qui a commencé à se faire affronter des Japonais entre eux. D'accord. Et si tu veux, je vais pouvoir passer un peu à l'autre style de la All Japan. Parce que sinon, je vais rentrer beaucoup trop dans les détails. Et on est rentré dans les détails de la vidéo Ninoki. Oui, et puis si on fait une vidéo spéciale New Japan. Là, aujourd'hui, on fait un peu les origines. Oui, voilà, c'est ça. Donc, je vais pas aller plus loin on en parlera peut-être en fin de vidéo de quelques catcheurs importants. Puis on veut pas vous en mettre trop d'informations d'un coup. Oui, parce que ça fait déjà beaucoup. Et Giant Baba, lui, c'est l'héritier direct de la JWA. Ça veut dire que quand la JWA a fermé, lui, il a créé la All Japan Pro Wrestling, il a gardé son contrat télé. Et bien évidemment, Inoki en a récupéré un, en fait. Et je fais juste cet aparté là parce que c'est quand même très intéressant. Inoki a récupéré le deuxième contrat télé. Le plus petit, entre guillemets. Le plus petit, sauf que le plus petit, la chaîne s'appelait Net TV, il me semble. Et en fait, c'est devenu TV Asahi, qui diffuse encore la New Japan aujourd'hui. Et puis qui est une des plus grosses chaînes au Japon. J'aurais pas réussi à le dire. Voilà, c'est ça. Donc c'est quand même impressionnant, quoi. C'est que c'était la plus petite chaîne à l'époque, mais qu'en fait, aujourd'hui, c'est l'une des plus grosses chaînes japonaises. D'accord, ok. Voilà. Et Baba, il a récupéré le contrat principal de la JWA parce que c'était une star gigantesque, donc il a dit, moi aussi, je vais créer ma fédération. Et lui, il a continué l'héritage, donc ça veut dire que c'était des Japonais qui allaient affronter beaucoup de Gaijin. Le début de la All Japan, c'est là où on a eu les frères Funk, donc Dory Funk Jr., Terry Funk, Stan Hansen, même Stan Hansen, il a affronté beaucoup Inoki dans sa fédération. Mais il y a eu aussi Destroyer, un gros catcheur mexicain, un des plus connus. C'est vraiment... Baba, il a continué l'héritage de la JWA, donc ça veut dire on fait venir des gaijin pour affronter nos Japonais. D'accord, ok, ouais. C'est là la différence entre les deux. La différence. La grosse différence entre les deux. À un moment donné, la All Japan va totalement changer. Grâce à ces nouveaux catcheurs. Baba, en fait, va ouvrir son esprit. Il va recruter des nouveaux catcheurs. Donc il aura sa star, la deuxième star après lui, qui va s'appeler Jumbo Tsuruta. C'est l'un des plus grandes légendes de l'histoire du catch, à tel point que c'est ce catcheur-là qui a été le premier champion Triple Crown. Ça veut dire que 3 des fédérations au Japon ont décidé de fusionner leur ceinture pour lui donner. Donc c'est vraiment que le mec était huge. Ouais. Et lui aussi, il a été champion NWA. NWA quand même, aux États-Unis. Donc Donc il était vraiment énorme aussi. Et en fait, la génération qui arrivait après ce mec-là ont décidé de faire une révolution. Et en fait, c'est des catcheurs qu'on a déjà parlé, que de nos auditeurs ont mis dans les commentaires. C'est la génération de Mitsuharu Misawa. J'en ai déjà parlé, le fameux catcheur qui mord dans le ring. Ouais, oui. Et ben avec lui, Kenta Kobashi, plus d'autres catcheurs, en fait, ils vont s'associer à Jumbo Tsuruta et Giant Baba et ils vont décider de faire une storyline gigantesque. Tu peux temporaliser là? On est dans le fin des années 60, début des années 80. Ok, d'accord. Voilà, donc ça va aller. Et le pire, c'est que ça va faire des années 80 aux années 90. Hein. D'accord, oui, ça va durer genre 10-15 ans. Ouais. 10-15 ans. Parce que Mitsuharu Misawa, il a quand même été Tiger Mask 2. Ouais, c'est ce qu'on en a déjà parlé longuement. Voilà, c'est ça, voilà. Donc, parce que Inoki a lancé Tiger Mask, l'original, et en fait, Mitsuharu Misawa a récupéré la gimmick plus tard avant de devenir lui-même. Et quand il est devenu lui-même, c'était pour affronter Jumbo Tsuruta et changer totalement le paradigme de la All Japan. Et la All Japan est devenu vraiment le nom, c'est
que je dise pas de bêtises parce que je m'en souviens plus, c'est la voie royale et la route de l'émeraude, parce que Misawa Misawa se porte du vert. Donc en fait, ça va être comme ça qu'il va appeler son style, et ils vont totalement changer de style de catch. Et le catch de la All Japan des années 90, fin des années 80, début 90, c'est le catch que vous pouvez voir à la EW aujourd'hui. D'accord, ok. La EW s'inspire de ce qu'il y avait là. Beaucoup au niveau du in-ring, c'est là où ils vont pousser le Puroretsu le plus loin possible. Donc vraiment de catcher de manière totalement folle, de faire des prises de fou, de prendre des risques inconsidérés. Donc c'était un peu plus flamboyant la All Japan que la New Japan. Japan. À la même époque, ouais. La All Japan plus alors. Donc. Plus, ouais. Dès que la All Japan, dès qu'il y a eu la génération de Misawa, c'est devenu beaucoup plus flamboyant. C'est vraiment où ils allaient beaucoup plus loin, ils théorisaient, c'est eux qui ont commencé les matchs par équipe totalement fous, où ils faisaient tous les match-up, tous les mix-up, en fait, ils changeaient de partenaire durant chaque show. C'est un peu comme on retrouve un peu l'esprit du catch mexicain peut-être. Dans la folie in ring. Pas tout à fait, parce que là on va être toujours autant combattant. D'accord. Donc vraiment l'esprit samouraï, l'esprit on va se donner corps et âme, vraiment l'esprit toi à moi, vraiment shonen, l'esprit shonen quoi. C'est vraiment ça. À tel point que beaucoup font des parallèles avec des personnages de manga très connus, que Misawa c'est Sangoku, que son rival qui est le Kobashi, pareil, c'est le mec très droit, la Piccolo, tu vois, des trucs comme ça, en fait. C'est génial. De toute façon, on est à l'époque où les shonen explosent au commence, voilà, les Ashita no Joe, les choses comme 80, 90, 80, enfin, années 80. Ouais, c'est ça. C'est l'arrivée de Dragon Ball Z, de Saint Seiya. Et même t'as ceux d'avant, les Ashita no Joe, les Okuto no Ken. Bien voilà, sûr. donc vraiment, tous ces trucs-là arrivent en même temps. Alors qu'à la New Japan, ça va mettre un peu plus de temps à s'occidentaliser. Ils vont vraiment rester très, comme je dis, strong style, catch japonais, mais ça va se développer tout autant, mais d'une manière différente. Par exemple, Inoki, lui, ce qu'il va mettre en avant la All Japan, c'est les junior heavyweight, les poids légers. Donc les cruiserweights aux États-Unis, au Japon, on appelle ça des junior heavyweight. Et c'est lui qui va les lancer. Donc le premier gros junior heavyweight qui va lancer, c'est Tiger Mask. Donc il va prendre le catcheur sous la gimmick de Tiger Mask. Donc c'est Satoru Sayama. Il va lui acheter la gimmick du manga Tiger Mask, il va lui donner pour dans le ring, il va l'envoyer au Mexique. Donc du coup en fait il va faire de la lucha resu. Il va apprendre au Mexique. Au Mexique, donc c'est pour ça qu'il va devenir très flamboyant. Et en fait c'était ça la New Japan, c'est qu'il y avait les junior heavyweight qui vont être très flamboyants, voltigeurs, beaucoup d'inspiration mexicaine, et chez les poids lourds où on va rester très dans le sport. Et quand il va commencer à déléguer, parce qu'après il va partir part-timer, Inoki va devenir politicien. C'est quelqu'un qui a été député au Japon. D'accord, ok. Donc il a vraiment une carrière de fou. Excusez-moi les amis, quand il est politicien, forcément il a moins le temps d'être là. Il a moins le temps d'être là, mais il va quand même mettre en avant, il va laisser beaucoup plus de mou avec des mecs qui vont s'inspirer de ce qui se passe à All Japan. Donc le mec qui va beaucoup s'inspirer, on en a parlé, c'est l'inventeur du sharpshooter, du Sasorigatame, Riki Shoshu. Oui. Riki Shoshu, pour te donner je suis obligé d'en parler de lui, parce que dans cette histoire-là, c'est très important. C'est, pour te faire un parallèle, c'est Steve Austin. Ok, d'accord. C'est le rebelle de l'histoire du catch japonais. D'accord. C'était déjà le premier catcheur japonais à avoir les cheveux longs. C'est quand même un truc de fou, déjà. Ouais. C'est le premier à avoir un comportement de heel dans le ring. Ouais. C'est le premier. Sinon, comme tu dis, il n'y avait pas spécialement de gimmick. Voilà, c'est ça. Lui, c'est le premier à commencer à devenir le heel connard, à taper point fermé, des choses comme ça. Et, comme c'est le rebelle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se barrer. Il était à la New Japan. Très tôt, il va se barrer. Il va tenter de créer sa fédération. Il voulait faire le pont entre les deux. Donc du coup, il y avait la New Japan Pro Wrestling, la All Japan Pro Wrestling. Lui, il a fait la Japan Pro Wrestling. Ok, ouais, il a coupé les deux, ouais. Il a coupé les deux. Ça a pas marché. Ouais. Du coup, il est parti à la All Japan. Il a aidé Baba et la génération de Misawa à créer ces fameux tag matchs qui vont faire la renommée de la All Japan et du nouveau style de catch. Et ensuite, il va revenir à la New Japan comme une énorme star et devenir booker de la New Japan. D'accord, ouais. Donc vraiment, lui, c'est le pont entre tout. Ouais. Et qui a aidé à développer justement la New Japan. Il a aidé à développer les deux parties. Les deux parties. C'est vraiment Riki Shoshu, c'est quelqu'un, il est souvent oublié quand les mecs font des tops de classement de catcheurs japonais. Il faut pas oublier Riki Shoshu. Parce qu'il il a vraiment un poids indéniable et une influence indéniable. Mais là, c'est pareil, ce que tu es en train de faire là, excuse-moi, de recontextualiser et d'expliquer la naissance des deux fédérations. Ça a pas dû être fait énormément sur YouTube et tout ça. Si, quand même. Il y en a que quelques-uns, mais c'est dans des très petites chaînes. Donc, je fais un big up à Monsieur Moonlight et à Akamoroshi. 2 petites chaînes qui parlent beaucoup de catch japonais où les mecs sont vraiment très calés. Je t'impose, mais ça y est, parce que je sais que tu n'aimes pas ça. Dans les commentaires de cette émission, je veux que tu mettes le nom de la chaîne, que tu les écrives.
Ouais, pas de souci, je te les donnerai. Non, tu me les donneras pas, tu les écris. Ok. Que les gens tu le mettras en commentaire épinglé. Voilà, que les gens qui ont envie d'aller voir ces petites chaînes-là et de leur donner de la force, qu'ils aillent jeter un œil. C'est ça. Donc là, pas aussi bien que ce que tu fais toi, mais. Merci, c'est gentil. Parce que là, c'est un peu fourre-tout, mais comme on fera des émissions un peu plus dédiées, un peu plus, comme on a dit, précises, ce sera peut-être plus simple. Donc là, on est, comme j'ai dit, entre les années 70 et 80. Là, t'as les deux grosses fédérations avec chacun leur style prédéfini. Voilà, et leur style prédéfini. Et c'est là où tout va se développer. Et là, si tu veux, je peux arrêter un peu sur l'histoire des deux fédérations parce que sinon, on va jamais s'arrêter. Bah, moi, là, c'est bien parce que là, on est au moment où justement tout diffère, enfin, tout explose. Tout explose. Et je me dis, c'est bien, comme ça, on va se garder un peu la suite, ça, pour d'autres émissions. Parce que là, on a fait quasiment une demi-heure avec beaucoup de noms, comme ça permet aux gens un peu de se poser, de dire, voilà, là, j'ai ça, voilà, c'est bien. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on parle un petit peu, du catch japonais sur d'autres points de vue. Que les gens savent. J'ai du mal, je suis fatigué, hein. J'ai une grosse journée de travail. Sache un peu la différence. Moi, je me suis toujours demandé qu'est-ce qui diffère de catcher au Japon et de catcher en Amérique. Pourquoi les mecs qui disent au Japon, bah c'est pas du tout la même chose qu'en Amérique. C'est quoi? C'est le style de catch, c'est le public qui est complètement différent aussi. Ouais, bah si tu veux, je vais le faire en plusieurs points. Parce que c'est pas intéressant. Juste parce que je veux que tu y répondes à celle-là par oui ou par non. Le public japonais est plus connaisseur que le public américain. Pas forcément plus connaisseur, mais on va dire qu'ils ont une manière différente de consommer qu'aux États-Unis. Ok. C'est plutôt ça. Donc on va commencer par le public si tu veux. Donc le public, beaucoup, les familles, les choses comme ça, viennent pour un spectacle. Donc du coup, ils n'ont pas un œil connaisseur et tout ça. Il y a les smart, donc les gens qui sont très fans de catch qui vont venir. En général, c'est ceux qui sont les plus vocales dans les arènes. Ça, c'est comme on a en Amérique. Comme on a en Amérique. Non mais là, je te parle des États-Unis pour te faire la comparaison. Excuse-moi. Ça, c'est comment ça se passe aux États-Unis. Et c'est des publics en général assez bruyants, oui, qui aiment bien faire leur spectacle eux aussi. Au Japon, c'est un peu différent. Les gens qui disent que le public japonais ne parle pas, c'est faux. C'est un peu défend parce qu'en fait, ils ont des phases. Ils vont suivre le combat. Ça veut dire que au début, ils vont être très calmes. Ils vont suivre. Comme le rythme du combat. Comme le rythme du combat. Et surtout, chez les main eventers, très souvent, on part pas tout de suite. On est en mode diesel. Ça prend du temps à se mettre en place. Donc, du coup, on raconte une histoire. On raconte une histoire. C'est vraiment entre les passes d'armes. Encore une fois, je vais faire un parallèle au manga. Quand il y a comme ça s'appelle au Tenkaichi Budokai dans le Dragon Ball, les premières phases de combat, ils tapent tout vite dans tous les sens, les deux s'arrêtent, se regardent, et le public applaudit. Parce que ils ont pas trop compris, ils voient qu'ils se jaugent. Exactement, ouais, tout à fait. Et bah, ça se passe comme ça dans le public japonais. D'accord, ok. Donc vraiment, ils vont s'adapter au rythme du combat. Ils sont connaisseurs. Et après, plus on va avancer, plus on va rentrer dans l'épique, plus on va rentrer dans on va dire dans le climax du combat. Là, ils vont commencer à faire du bruit, à chanter pour leurs favoris, à applaudir, à crier. Mais vraiment, ça prend du temps. Là, par contre, on est d'accord. Aujourd'hui, dans le catch japonais, maintenant, il y a des heels, il y a des faces. Oui, il y en a quand même, D'accord. Mais par contre, au Japon, par exemple, ça arrive très souvent de faire des affiches face-face. Ouais. Parce que les États-Unis ont complètement du mal à faire. Ils en font de plus en plus maintenant, mais c'est très compliqué à booker aux États-Unis. Ils ont besoin d'avoir un méchant gentil. Oui. Alors qu'au Japon, voilà, oui, comme dirait McMahon. Alors qu'au Japon, on peut faire vraiment deux grosses stars l'une face à l'autre, même si les deux sont très populaires et ça va plaire au public. Ça va plaire au public. Parce que c'est là la plus grosse différence entre le catch aux États-Unis et le catch japonais. On va dire le catch occidental limite complet et le catch au Japon. C'est on va dire cette nuance, c'est un sport de combat pour eux. C'est pas un spectacle. C'est pas un spectacle. Et on est quand même sur. C'est un spectacle, mais ils y viennent pour de la compétition. Ils veulent voir de la compétition. Et c'est là la différence. Il y a beaucoup de gens qui vont voir du catch, de la WWE. Ils viennent pour des histoires. Ils s'en foutent. Un spectacle. Ils s'en foutent qu'ils perdent, qu'ils gagnent, machin. Au Japon, non. On veut voir des gens gagner. Je suis sûr qu'aux États-Unis, il y a certaines. Si les places étaient pas aussi chères, tu as des mecs qui viennent juste pour voir les entrées. Je suis d'accord, oui, c'est vrai. Juste pour voir les entrées ou juste pour voir un annonceur ou mais pas forcément pour le match. Bah, depuis des années, j'avais déjà dit dans une de nos anciennes vidéos, c'est ce que McMahon voulait, il a réussi. C'est en général les gens qui vont voir la WWE, ils payent pas pour voir des stars, ils payent pour voir la WWE. Oui, c'est reconnu. Voilà, alors qu'au Japon, les gens veulent voir leur fédération, mais ils veulent voir des stars en précis. Quand celui qui a la EW actuellement, l'une des plus grosses stars récentes de l'histoire du catch, Kazuchika Okada, c'est son nom qui faisait remplir les salles.
S'il était en main event, ça remplissait plus que si c'était quelqu'un d'autre en main event. C'est ce qu'on retrouve un petit peu, alors j'espère que je vais pas dire de conneries, c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans la boxe ou dans les sports vraiment de combat où c'est vraiment le main event qui va faire venir les gens. Exactement. Et après, tu vas avoir une carte où tu vas avoir un champion, et au fur et à mesure, le star power va monter, mais les gens viennent voir la grosse star, c'est vrai, non mais il faut dire la vérité. Moi, quand je me rappelle avoir regardé le show de boxe quand il y avait eu avec l'anglais Tyson Fury. Tyson Fury quand il avait pris le titre face à l'Ukrainien Klitschko. Je me rappelle que j'ai regardé que ce match-là. Parce que c'est ce match-là qu'on avait envie de voir. On avait envie de voir. Alors que là, donc au Japon, on retrouve un peu ça encore. Oui, et ben tu m'as fait venir voir un nom. Tu viens de me faire la transition toute faite. Pour faire encore une différence entre la construction de cartes aux États-Unis et la construction de cartes au Japon. Parce que comme tu dis, on vient pour le main event. Oui, au Japon, aux États-Unis. Oui. La différence dans le produit, c'est quand je te dis qu'on consomme différemment le produit, il n'y a aucune fédération au Japon qui fait des weekly comme aux États-Unis. D'accord. Donc il n'y a pas de show comme Raw, SmackDown, Dynamite, tout ça. C'est toujours sur un système de tournée. Pratiquement toutes les fédérations au Japon font ça. On est encore sur des house shows alors ? C'est comme des house shows mais télévisés. D'accord, ok. Voilà, pratiquement même les plus petits, dans des toutes petites salles en campagne, vont être filmés avec une production souvent beaucoup moins belle, avec des lumières de gymnase, de machin comme ça, mais en fait, alors qu'on parle de New Japan quand même, et ben fait toujours ça. En fait, c'est des tournées. Ça veut dire qu'ils vont avoir plusieurs dates, ils vont annoncer les dates dans toutes les salles, et en fait, tous les 3-4 semaines, tous les 2 mois, il va y avoir un gros show, mais qui rentre dans cette tournée. En général, par exemple, quand il y a la tournée, on va dire après Wrestle Kingdom, qui est le WrestleMania de la New Japan. Après, il y a toujours les shows New Beginning. Justement, comme on vient de finir un gros arc, on est dans le nouveau commencement. Et en fait, du coup, t'as plusieurs shows New Beginning jusqu'à arriver au gros show New Beginning, qui est l'apothéose où il y aura la grosse star en main event. Ils sont quand même télévisés, ces shows plus petits? Tout est télévisé. Tout mais c'est pas aussi beau, c'est pas aussi... C'est ça, pas aussi bien produit et tout ça. Leur production est totalement différente aux États-Unis. Je préfère beaucoup la production japonaise parce que justement, t'as pas les cuts tous les 2 secondes déjà que je trouve insupportable. Alors, il y a pas beaucoup de pubs aux États-Unis. Déjà, entre les pubs, mais c'est surtout même leur manière de filmer avec les cuts de partout. À la Kevin Dunn, tu te souviens, on en a déjà parlé. Moi, je me rappelle avoir... Par exemple, la UW, ce qui est bien, ils s'inspirent beaucoup de la New Japan pour faire leur caméra vidéo. Justement. Moi, je me souviens avoir, que lorsque j'ai été aux États-Unis il y a une quinzaine d'années, avoir regardé un Raw en direct. Et j'ai trouvé ça irregardable. Ouais. Et il faut se dire que 15 ans plus tard, aujourd'hui, la publicité sur 1 heure a pris 20%, entre guillemets. Si moi j'avais eu le droit à 15 ou entre 15 et 16 minutes de pub aux États-Unis, aujourd'hui on doit être à 20 ou 22 pour 1 heure de télé. Ouais. Donc c'est chiant. C'est chiant. Alors qu'au Japon, ils ont une autre manière de mettre de la pub. Déjà, même si la WWE commence à le faire, tu regardes la ring de la New Japan, il y a des sponsors partout. Mais ça c'est bien. C'est bien. Donc déjà, t'as la publicité comme ça, t'as la publicité dans les entrées, t'as la publicité un peu comme aux États-Unis. Peut-être ils peuvent mettre un encart aussi. Oui, ils mettent des encarts, ils mettent des trucs comme ça. Il y a beaucoup de publicité, mais on va dire que quand tu regardes un show de catch, il va pas être coupé tous les 2 secondes par un show pub. Et ça, pour moi, c'est primordial. Voilà. Et c'est pour ça que là, on peut aller arriver sur le 3e point, parce que là, j'ai un peu, on va dire, résumé la différence de consommation, mais aussi la manière, toujours pour rester dans la manière de comment les cartes sont construites. Les gens au Japon, en fait, déjà, ça les dérange pas de rester, par exemple, plus longtemps. Les shows vont durer plus longtemps. Tu vois, c'est pas des shows, même si on dit que Raw, c'est trop long à 3 heures, mais c'est parce que c'est un weekly, toutes les semaines, t'as 3 heures de vidéo. Oui. Là, comme on est dans un système de tournée, les gens, il y a des gens, ils vont venir regarder on va dire que le show qui se passe dans leur ville. Donc, du coup, c'est plus un show direct, en fait. Mais Raw aussi tourne. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais ça tourne, mais ça reste un show télé, fait pour la télé. D'accord, ouais. C'est, en racontant les histoires et tout comme ça. Un show New Japan, vu que c'est un système de tournée, t'as pas d'histoire. Oui, tu vas voir les combats. Tu vas voir des combats. Alors en fait, voilà, ce que tu aurais dû dire, la différence, elle est là. C'est que à Raw, tu vas avoir plein de rivalités, plein de choses en plus, alors que très peu de catch. Voilà, alors que au Japon, c'est le contraire. C'est le contraire. Alors, c'est peut-être ça que tu aurais dû. Oui, je me suis mal exprimé. Voilà, c'est exactement ça. Parce que moi, je te cache pas que j'avais du mal à comprendre. Moi, maintenant, ouais, voilà. C'est clair pour moi. Les gens viennent voir des combats. Donc du coup, comme j'ai dit, beaucoup de l'histoire, il y a des storylines. Les mecs qui disent qu'il n'y a pas de storyline au Japon, c'est pas vrai, il y en a. Mais elles vont se régler dans le ring. Ouais, par des petits détails. Dans les entrées, par des petits détails et tout ça. Donc les gens viennent voir des combats.
Donc ça veut dire que quand il y a un show de 3 heures, c'est 3 heures de combat. Ouais, voilà. D'accord. Là, maintenant, au moins, voilà, les amis, au moins là, c'est clair. C'est clair, oui, je sais, c'est un peu flou. Non, mais c'est bien. J'avais besoin de comprendre. Après, c'est la première, hein, des couloirs du catch de l'Est. N'hésitez pas à poser des questions si j'ai été pas assez précis ou si vous voulez que je développe, je peux le faire par écrit. Ouais, d'accord, ok. Voilà. Et du coup, dans les cartes, comme tu dis, comme on vient voir le main event, que souvent on va voir les grosses stars, et ben c'est pour ça qu'au Japon, il y a beaucoup de matchs filler, qu'on appelle ça. Beaucoup de matchs, des 6-man tag, des 8-man tag, des tag team match, des exhibitions. En fait, où même les mecs viennent en détente. Ça va être parce qu'il y a beaucoup de clans au Japon. Ça, on en parlera dans d'autres vidéos. Il y a beaucoup de clans comparé aux États-Unis, beaucoup de factions, beaucoup de clans. Et en fait, ça va être beaucoup des matchs clan versus clan, groupe versus groupe, et qui vont remplir les cartes. Et en général, dans un show moyen, il va y avoir que 2 main events, entre guillemets. Après main event, il y a main event. Okay. Mais tout le reste, ça va être des matchs par équipe. Comme ça, les gens, ils peuvent continuer à s'habituer à catcher, de montrer un peu ce qu'ils savent faire et donner envie de voir le main event. D'accord. C'est la différence aux États-Unis où les cartes comme Triple H, par exemple, où des fois, ça peut être 5 main events d'un coup. Oui, oui. Et c'est le principe. Moi, j'ai du mal avec ça. Ouais, voilà. T'as pas, des fois, tu t'en prends plein la gueule tout le temps. Ouais. C'est déjà, il y a des cartes japonaises où tu t'en prends plein la gueule tout le temps, hein, je dis pas. Mais on va dire ça, c'est vraiment la New Japan qui a continué un peu ce style-là. Je sais que la All Japan le fait. Je sais que la Noah le fait. La Noah, c'est la 2e plus grande fédération actuellement au Japon. Oui, parce que tu as dit que la All Japan, maintenant, c'est la 4e. La 4e. Et la 3e fédération qui est reliée à la Noah, parce que c'est le même groupe, c'est la DDT. Eux, ils sont totalement à part. Si tu veux, je parle un peu du style. Donc, t'as le catch japonais, mais il y a des branches à part. Les branches à part, donc il y a la DDT qui fait beaucoup de catch comique. Ok. Mais c'est le comique version japonaise. On fera une émission sur, je pense, sur la DDT parce qu'il y a beaucoup de conneries à raconter pour vous montrer que le Japon et nous, on n'est pas le même monde. Voilà. Allez. Donne un exemple. Voilà, c'est un petit exemple. Il y a un personnage chez Ronald McDonald. Mais, comment dire ça sans se faire démonétiser, on va dire. Mais ça, on n'est pas monétisé. Sadique et pervers. D'accord, ok. Voilà, qui agresse limite en dessous de la ceinture ses adversaires dans le ring. Oui, mais maintenant le truc c'est que ça tu peux plus faire aux États-Unis parce que le moindre. Moi je te rappelle que qu'aux États-Unis ils ont fait absolument disparaître le moment où Ric Flair embrasse Becky Lynch. Oui, bah oui. Parce que ça passe plus. Plus rien ne passe. Et alors qu'au Japon, vraiment la DDT pousse beaucoup de portes. Donc on en parlera. Parce que c'est très rigolo. Il y a le catch hardcore aussi au Japon qui marche très bien. Les 2 grosses fédérations qui font du catch hardcore sont la Freedom et la Big Japan. C'est celle-là où on avait parlé où Terry Funk et Mick Foley deviennent The Hardcore. Non, ça c'est les héritiers de cette fédération-là. La fédération où Terry Funk et Mick Foley ont catché n'existe plus aujourd'hui. Et c'est eux qui perdurent dans le catch hardcore. C'est ça. Le nom des 2 fédérations, tu as dit la Freedom et la Big Japan. Ok. La plus grosse fédération du catch hardcore historiquement, ça a été la FMW, la fédération d'Atsushi Onita. Mais là actuellement, t'as plus Freedom, Big Japan. Et eux, par contre, ils vont très très loin. C'est de la CZW x5. Moi, ça c'est pas mon truc. C'est pas ton truc. Je le sais. Et là, ça va vraiment très loin. Il y a des fédérations pures junior heavyweight, pure cruiserweight. Pure cruiserweight, ouais. Donc là, c'était la Michinoku Pro, la première, fait par le Great Sasuke que tu connais. Oui, voilà. On en a parlé dans notre émission sur la WCW. Et sur la ECW. Exactement. Voilà, donc du coup, c'est lui qui a créé une fédération autour de ça. Et le dernier truc qui a beaucoup marché au Japon, beaucoup moins maintenant, non, l'avant-dernier truc, c'était le catch qui a amené au MMA. Donc, c'est-à-dire le shoot style. Donc, en fait, c'était les dissidents d'Inoki qui ont créé la UWF, qui sont revenus, qui ont recréé une deuxième UWF, donc qui était vraiment une fédération de shoot style. Et après, les mecs se sont divisés et ont créé des fédérations de catch d'MMA. Plus de catch, du MMA. Là, vraiment, c'est du MMA pur. Il n'y a pas de script. Pas de script. Là, c'est vraiment des vrais combats. Moi, j'ai envie de te poser une question. T'as fait le tour? Le dernier truc que je veux vous dire, c'est la différence aussi, comparé aux États-Unis, c'est qu'on différencie le catch masculin et féminin. Ok. Ça veut dire qu'il y a des fédérations uniquement de catch féminin. La plus connue, c'est la Stardom. La plupart des grosses stars qui viennent d'arriver féminins à la WWE viennent de la Stardom. Tu vois, genre Julia, c'était une des grosses stars de la Stardom. D'accord, ouais. Il y en a plein des fédérations. Je m'y connais pas trop en Joshi. Parce qu'en fait, le catch japonais, on appelle ça le Puroresu. Et le catch féminin japonais, on appelle ça le Joshi Puroresu. D'accord, voilà, ok. Pour donner les termes. Et du coup, c'est des fédérations, je sais que dans les années 90,
ça remplissait même plus que les salles que parce qu'ils ont que le catch masculin. Ils ont pas le même rapport avec le catch féminin qu'en Amérique on peut avoir. Pas du tout. D'ailleurs, les catcheuses japonaises, on est d'accord, hein, on fait un tout petit aparté. De toute façon, on en avait pas, j'avais décidé qu'on en parle un peu, donc on va en parler maintenant. Les catcheuses japonaises à la WWE fonctionnent mieux que les catcheurs. Bah oui, voilà, vraiment clairement, ouais. Et j'ai même l'impression qu'aujourd'hui le roster féminin, et attention, c'est pas une critique parce que je suis très content, hein. C'est très très bien. Moi, j'adore. J'ai plus son nom, c'est incroyable. C'est qui est championne, qui a battu Rhea Ripley à Io Sky. J'adore Io Sky. Asuka, Asuka, j'adore. Moi, je suis vraiment un grand fan de ces catcheuses-là qui viennent justement en Amérique. Et qui arrivent à imposer leur style. Et elles fonctionnent mieux en Amérique que les hommes finalement. Oui, que les catcheurs japonais masculins. Parce que les catcheurs japonais masculins, moi j'ai souvent eu l'impression qu'à la WWE, on leur mettait musique random japonaise douce, sushi, et c'était parti quoi. Ouais, c'était un Alors peu ça. Ouais. Maintenant les femmes, elles ont quand même les femmes justement maintenant, elles ont un personnage distinct et moi ça me plaît beaucoup. Ouais, bah c'est très bien développé et bah ça a mis du temps. Ah bah c'est normal. Ça a mis du temps parce que on va dire dans le catch indépendant et la EW, ils mettent les Japonais beaucoup plus en avant que la WWE. La WWE est vraiment en train de se rattraper là-dessus. Mais ça, alors on continue un peu la partie, on peut. Oh, si tu veux, ouais, bien sûr. Moi je suis content parce que je trouve qu'elles apportent des choses que les catcheuses entre guillemets format américaine, si tu vois ce que je veux dire, vraiment typiquement américaine n'apporte pas. Bah déjà dans le in-ring, elles apportent un in-ring que la grosse masse du public américain ne connaît pas. Ouais. Là, elles ont été parce qu'elles sont entraînées comme les hommes au Japon, hein. Et je reste et on l'avait déjà dit dans notre spécial femme, tu sais quand on avait parlé, on avait fait un point spécial femme où je trouve que les catcheuses américaines, elles ont souvent le même moule entre guillemets. Alors j'enlève Jade Cargill, j'enlève Jordynne Grace, mais je te parle de Liv Morgan, je peux te parler d'Alexa Bliss. On peut et ben moi j'ai l'impression que voilà, c'est des au-delà, en plus de la catcheuse, il y a le côté physique. Oui. Qui forcément peut plaire. Non mais après, je suis pas du tout misogyne. Et c'est pour ça que actuellement, on va dire celles qui sortent du lot et qui sont vraiment les plus grosses stars, c'est celles qui sortent de ce moule-là. Voilà. Les Rhea Ripley, les Bianca Belair. C'est des catcheuses qui sortent du moule bimbo, héritage diva. Et ça c'est super. Et c'est vraiment super. Je suis super content parce que là maintenant, je trouve ça génial. Et quand je vois les catcheuses japonaises, enfin je t'ai dit, je suis tombé sur comment elle s'appelait à la Evolve. Chou, complètement différente, rien à voir avec les autres. Elle catch, t'as presque l'impression qu'elle est en pyjama, qu'elle est en machin, mais putain, elle dégage un truc que tu trouves pas chez certaines catcheurs américaines, ça j'aime bien. Et si tu veux, ça permet de se lancer sur un autre petit sujet que j'ai oublié que j'aurais dû en parler en début de vidéo. C'est aussi leur manière d'entraîner les catcheurs au Japon, qui fait que c'est totalement différent et que pour ça que le in-ring va beaucoup plus loin. Ça existait sous Rikidozan. Et Inoki, c'est le premier truc qu'il a fait, c'est d'ouvrir un dojo. Baba, il a ouvert son dojo. Et en fait, toutes les fédérations de catch au Japon ont un dojo. Donc, comme si vous allez vous entraîner au karaté dans un dojo. Et ben, ils le font pour le catch. Ça veut dire que c'est des clans d'entraînement, des camps complètement. Et c'est pareil pour le Joshi. Il y a un documentaire qui est très dur parce qu'on voit vraiment un peu les dérives, parce qu'il y a eu beaucoup de dérives. Heureusement que ça a beaucoup évolué parce qu'il y a beaucoup de choses négatives sur les entraînements des jeunes catcheurs au Japon. Il y a eu beaucoup de polémiques. D'abus et de polémiques, parce que c'était de l'entraînement à la dure, voire très dur. Et il y a eu des drames, et en fait, maintenant, ça va beaucoup mieux, et mon catcheur préféré, qui est le président de la New Japan aujourd'hui, Hiroshi Tanahashi, c'est l'un des fers de lance d'avoir réussi à faire évoluer tout ça. C'est vraiment l'un des gars qui a cassé le mur, qui en a parlé, et qui a essayé de rendre, on va dire, les vestiaires beaucoup plus sains. Bah c'est bien. C'est très bien. C'est très bien parce que c'est important aussi. Mais la New Japan fonctionne toujours comme ça. C'est quand tu veux être catcheur à la New Japan, tu vas être young layer, on appelle ça. Donc tu vas être un jeune catcheur, sans gimmick, slip noir. On va te raser la tête limite, et on va t'apprendre le catch à la dure. Tu vas perdre tous tes matchs. Mais on va te mettre à la télé et tu vas monter les rings. Tu vas aider les vrais catcheurs à se préparer. Tu vas déplacer le merchandising, tu vas conduire les bus. C'est vraiment, les mecs sont... C'est ce qu'il y avait il y a une trentaine d'années dans les centres de formation au foot par exemple, quand les joueurs montaient, les jeunes de la catégorie montaient chez les seniors, et ben c'est eux qui nettoyaient les crampons à la fin de l'entraînement, même des autres, des seniors. C'est eux qui allaient ramasser les ballons, c'est eux qui allaient machin. Aujourd'hui tu peux plus. Oui. Parce qu'il y a une telle médiatisation chez ces jeunes joueurs de centre de formation qu'aujourd'hui ça marche plus. Et ben dis-toi qu'au Japon, c'est beaucoup plus sain comme j'ai dit, mais ça marche toujours comme ça. Voilà, mais c'est bien. Et au bout d'un moment, quand les mecs ils les sentent plus ou moins prêts,
dans le ring et qu'ils ont vraiment fait leurs preuves et qu'ils sont respectueux et tout ça, on va les envoyer en excursion dans un autre pays. En général aux États-Unis, au Mexique, en Europe, au machin, qui vont se découvrir et créer leur propre personnalité. Et quand ils reviennent, on les met en tant que stars. Et ça fonctionne. À la New Japan, ça fonctionne toujours comme ça aujourd'hui. D'accord. Et c'est ça depuis le début. Voilà. Et moi, je trouve ça génial parce que tu découvres, déjà en Young Lion, des fois, tu peux repérer une pépite. Tu vas dire, on verra quand il reviendra à la discussion ce que ça va donner. Et il y a des mecs ils éclatent. Ouais, bah, c'est que le catcheur que tu m'avais montré. Yota Tsuji. Voilà. Par exemple, c'est le meilleur exemple. Qu'on en a parlé il y a pas longtemps. Moi, j'aimerais te poser une question. Est-ce que le Japon, c'est le deuxième plus gros, pour toi, c'est le deuxième plus gros marché au monde du catch? Je te dirais oui. Même si dans les chiffres c'est le Japon, moi je demande pour toi, hein, ok? Pour moi, oui. Pour moi, oui, parce que pour moi, il y a 3 grosses écoles. Donc, il y a le catch américain, le catch mexicain et le catch japonais. Il y a le catch européen, mais le catch européen s'inspire beaucoup, beaucoup plus du catch américain. Et en fait, je trouve que, pour moi, c'est vraiment la deuxième plus grosse forme de catch, d'art du catch, c'est le Japon. Je vais te poser une autre question après, vas-y. Continue, puis après voilà, c'est ça. Parce que j'ai envie de te dire, je te pose ça parce que, excuse-moi. Désolé les amis. C'est parce qu'en fait, j'ai l'impression que beaucoup de catcheurs mexicains, leur but c'est de finir aux États-Unis. Alors que beaucoup de catcheurs japonais, c'est d'être une star au Japon. Oui, il y en a très peu qui en fait ont envie de devenir des stars aux États-Unis. Très peu. Moi, le nom qui me vient à l'esprit par rapport à ça aux États-Unis, c'est Nakamura, parce que lui voulait surfer. C'est reconnu, c'est reconnu, oui, c'est reconnu. Le gars, il arrive. Et il voulait se calmer dans son film. Il arrive à 38, 39, 40 ans et il avait envie de profiter un peu de la vie américaine. Oui. Et ça, c'est bien. Non, mais voilà. Mais sinon, la plupart des catcheurs japonais n'ont pas besoin de venir aux États-Unis pour être des stars mondiales. Depuis qu'il y a la AEW, ça change un petit peu. Parce qu'ils sont mieux utilisés. Parce qu'ils sont utilisés de manière comme les autres, en fait. Ouais, voilà. On va les faire venir pour leur catch, mais on va les mettre en avant comme les autres. Parce que la WWE fait avec les catcheuses. Avec les catcheuses, mais ne fait pas avec les catcheurs. Pas encore avec les catcheurs. Parce qu'ils ont pas trouvé, je pense, leur perle qui vient du Japon à mettre vraiment en avant. Et puis ils ont toujours du mal, la WWE, à mettre une star masculine qui a du mal à parler la langue. Aussi. Même aujourd'hui avec Triple H, je pense que c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué, ouais. Je pense. Même si c'est mieux, c'est pas encore parfait. Mais on a eu aussi pour l'inverse, si tu veux qu'on parle un peu de l'inverse. J'allais y venir. Ouais, voilà. Donc il y a beaucoup de catcheurs qui se sont dit dans leur carrière, je vais aller au Japon. Parce qu'en fait, en étant une star au Japon, ça va me donner un background pour être le plus crédible possible. Et que quand je reviens aux États-Unis, je suis une machine. Et c'est le cas depuis très longtemps déjà. Ah, moi, j'ai plein de noms des années 90. Vas-y. Il y a Y2J. Oui. Il y a Chris Benoit. Oui. Qui ont été là-bas où Chris Benoit, c'était le White Pegasus, voilà. Pegasus Kid, ouais. Dynamite Kid. Dynamite Kid. On avait Eddie Kane, qui avait été un petit peu catché là-bas. Mais lui, ça a pas de truc. Kurt Angle, je pense pas. Kurt Angle, il a été plus tard. Plus après lui. Oui, c'est après. Ouais. Est-ce que aujourd'hui à la AEW, je sais qu'il y a eu Okada, non pas Okada. Will Ospreay, ouais. Il y a eu beaucoup de catcheurs comme ça, mais je sais que dans les années 90. Mais je pense que t'en as oublié. Mais j'en ai oublié des centaines. Non, mais c'est surtout que t'en as oublié des encore plus importants. Encore plus importants. À la WWE? Bah oui. Que Shawn Michaels, non. Alors non, vas-y, dis-moi. Hulk Hogan. Ah ouais? Hulk Hogan a une grosse carrière à la New Japan. Oui, dans ce cas, André le Géant aussi. André le Géant aussi, voilà ce que j'allais dire. Rien que déjà là. C'est des mecs, déjà, ils voulaient déjà se rendre crédit parce qu'ils allaient affronter les mecs d'Inoki ou Inoki. Hulk Hogan a affronté beaucoup de fois Inoki. Ça te donne une crédibilité de fou. Souvent, les mecs, en allant au Japon, ils savent qu'après, dans le in-ring, ils vont être plus forts. Parce qu'ils vont affronter des mecs qui prennent ça de manière le plus sportive possible. Oui, et puis ça te permet de voir une autre facette. Et c'est toujours intéressant de voir une autre facette. Oui, bien sûr. Sami Zayn, non. En tant qu'El Generico, il a fait beaucoup de DDT. D'accord, ok. Voilà, donc c'est des mecs qui ont été au Japon. L'exemple le plus marquant à la WWE, c'est AJ Styles. Ah, voilà, je cherchais aussi AJ Styles. Voilà, que lui est vraiment, parce que lui, quand il est arrivé, on l'a mis en tant que star tout de suite. Il y a eu Brock Lesnar. Brock Lesnar, j'allais te le dire, le nom, mais on en a parlé dans l'émission. Oui, et surtout Brock Lesnar rentrait dans l'évolution de ce que Inoki faisait à l'époque. Puis toi, t'as dit que Brock Lesnar, ils lui ont tout donné. Ah bah oui, ils lui ont tout donné. C'est lui qui est parvenu du jour au lendemain parce qu'il voulait pas voyager. Voilà, mais c'est ça, mais lui avait tout donné. C'est vraiment... CM Punk, non, il y avait été? Non, CM Punk, non. D'accord, pas besoin. Pas rien d'important. Et Daniel Bryan? Il a catché beaucoup au Japon, oui. Et de manière récente aujourd'hui. D'accord. Mais il a pas construit sa legacy au Japon. Voilà, c'est ce que j'allais te demander. Non. Et Rey Mysterio, par exemple? Rey Mysterio a catché plusieurs fois au Japon, mais pareil, pas dans ses jeunes années. C'est dans les années récentes, en fait, où on l'a mis en avant. Donc c'est beaucoup de catcheurs, ils ont été sur le tard. Certains ont été sur le tard.
Et d'ailleurs, tu conseilles d'aller voir le Edge Style Nakamura du Japon, qui était 1 million de fois mieux que celui de WrestleMania. Bah oui, mais c'était pas les mêmes attentes. On avait trop oui, d'attentes et c'était pas le même truc. Donc oui, je vous conseille d'aller le voir, bien sûr, bien sûr. Mais on fera peut-être dans d'autres vidéos, je vous ferai des top, quand on va parler sur un catcheur précis, je ferai 3-4 matchs à vous dire. Ouais, que les gens y voient, parce que voilà. je t'ai dit, c'est compliqué de... Parce que comme là, on est dans un fourre-tout, je peux pas te donner un match d'un catcheur précis. Non, mais là, que... moi, je voulais que pour cette première émission, on soit sur un fourre-tout. Je voulais qu'on soit entre 1h15, 1h30, parce que c'est la première. Quand on va partir vers l'histoire d'autres fédérations, où tu vas vraiment développer, on pourra partir sur plus de choses. Oui, bien sûr. Et où je pourrais faire, comme je dis, retracer les carrières de catcheurs. Et puis, comme je l'ai déjà dit, on était quand même sur une émission. On est quand même là, après l'émission sur Mick Foley, moi qui m'a pris du temps à préparer. Et la prochaine, c'est Shawn Michaels. Donc, c'est des émissions quand même on a du boulot. Vampirisent du temps. Donc là, on pouvait pas partir vers un truc trop compliqué tout de suite. Donc c'est pour ça que ce format de pot-pourri, c'est bien et ça permet de parler de C'est ça, c'est un peu de la vulgarisation. Il y a peut-être des trucs un peu compliqués. Je sais pas si t'as d'autres points que tu veux que j'essaye de on va encore. Alors, non, mais par exemple, attends, je réfléchis, parce que je cherche un petit peu. Ben, on peut peut-être faire une petite pause, une petite coupe et ensuite on revient. Et puis on revient ensuite. Ok, ça marche. Mais ça y est, on revient de notre petite pause. Oui. Du coup, moi j'ai envie que tu me parles, avant alors on se dirige pas vers la fin, mais tout doucement, que tu me parles un petit peu du plus grand show du Japon. Oui. Oui. J'arriverai pas. Wrestle Kingdom. Voilà. Moi, tu sais, les anglicismes, c'est trop compliqué pour moi. Donc ça, c'est le plus gros show. C'est considéré comme le plus gros show du Japon, ouais. C'est WrestleMania du Japon? C'est WrestleMania du Japon, mais c'est lié à une seule fédération, donc c'est le plus gros show de la New Japan. Okay. Mais on dit que c'est le plus gros show du Japon. Parce qu'au niveau dans les chiffres, et c'est surtout qu'en fait, ils font le Tokyo Dome. Et c'est une institution au Japon depuis très très longtemps, avant même que ça s'appelle Wrestle Kingdom, parce que là, on a Wrestle Kingdom 19, un truc comme ça. J'ai plus exactement le chiffre, excusez-moi. Mais avant, ça portait pas ce nom-là. Mais c'était toujours au Tokyo Dome, et c'est toujours le 4 janvier au Japon. Quel que soit le jour de 4 janvier. Quel que soit le jour. Que ce soit un mardi, un mercredi, un samedi, un dimanche, que tu veux. Le 4 janvier au Japon, c'est le show du Tokyo Dome. Et c'est le plus gros show de l'année. En général, ouais. C'est celui-là qui a donné l'idée à la WWE de faire WrestleMania en 2 parties. Exactement, parce que pendant un moment, ils le faisaient en 2 parties, donc le 4 janvier et le 5 janvier. Mais ils sont revenus à une seule date. Parce que tu me disais en off que beaucoup de grosses stars de la New Japan sont partis. Aussi, oui. Est-ce qu'ils sont revenus à une soirée parce qu'ils ont un peu moins de star power en ce moment? Ils ont moins de star power en ce moment, ils sont sur le renouvellement de leur génération. Et qu'ils font beaucoup de partenariats, par exemple avec l'AEW. Donc en fait, cette année, ils ont fait le 4 janvier Wrestle Kingdom. Et le 5 janvier, ils ont fait Wrestle Dynasty, un show partenariat avec la AEW. C'est pas la WCW qui avait fait des partenariats avec Wrestle Kingdom à l'époque? Exactement. Avec le show du 4 janvier. Bien vu, c'est exactement ça. Le Bischoff s'est mis en partenariat avec Inoki à l'époque. D'accord, parce que ça, je me rappelle. Donc il y a beaucoup de shows WCW New Japan. D'accord, ok. Énormément dans les années 90. De toute façon, la NWO vient de... L'idée de la NWO vient d'une idée japonaise. Et du coup, Inoki s'est dit, ah bah c'est cool, t'as créé la NWO en s'inspirant de nous. Et ben je vais te faire intégrer des catcheurs de chez moi dans la NWO. Oui, voilà, c'est ce que tu expliquais la voilà, fois. c'est ça. Même s'ils ont pas toujours été utilisés le mieux possible. Le mieux possible. Mais au Japon, ils étaient très bien utilisés. C'est quand ils venaient aux États-Unis où ils servaient pas. Oui, mais moi je parlais par Bischoff. Ouais, par Bischoff. Utilisé par Bischoff. Ok. Et du coup, est-ce que tu considères, par contre, parce que pendant longtemps on l'a dit, que les meilleurs catcheurs étaient au Japon? Est-ce que c'est toujours le cas? Alors, on va faire une grande généralité, je te dirais oui. Parce que pour moi, quand je dis meilleur catcheur, je parle in-ring. Oui, in-ring. Donc, pour moi, le in-ring au Japon, c'est le meilleur. Mais, je le nuance plus maintenant parce que beaucoup de catcheurs maintenant sont aux États-Unis parce qu'ils ont fait leur parcours au Japon et beaucoup de catcheurs gaijin, européens, américains ont atteint des niveaux in-ring aussi hauts que les Japonais. Le plus gros exemple, c'est Will Ospreay, actuellement, qui est à la AEW, qui est considéré, et pour moi aussi, le meilleur catcheur in-ring actuellement sur la planète. Ok, carrément du monde, là. Ah oui, pour moi, c'est le meilleur catcheur du monde. In-ring, on parle que du in-ring. Je sais qu'il y a beaucoup de détracteurs de lui, il y a des gens qui aiment pas trop la AEW, il y a des gens qui regardent que WWE, donc ils s'en rendent pas compte. Vraiment, Will Ospreay, si on prend que des facts limite purs, c'est le meilleur catcheur du monde. Mais de toute façon, tu disais qui regarde que WWE, mais le meilleur catcheur du monde a rarement été à la WWE. À part Daniel Bryan, peut-être. Ouais, c'est ça a été très rarement le cas, c'est vrai. C'est souvent été dans les fédérations indépendantes ou dans les plus petites fédérations qui étaient là. Parce que AJ Styles a été considéré comme le meilleur catcheur du monde pendant très longtemps, alors qu'il était à la TNA.
Moi, à la WWE, je verrais dans la période plus actuelle, je verrais Seth Rollins peut-être. C'est Seth Rollins pour moi. Pour moi, le meilleur catcheur WWE, style WWE, et avec son background qu'il a, parce qu'il a fait de la Ring of Honor et tout ça, le catcheur in-ring pur, entre guillemets, je veux pas dire le mot pur parce que c'est pas un Kurt Angle. C'est dans le son, lui, il a tout, tu vois, il est flamboyant, il est tout ça, pour moi, c'est Seth Rollins, oui. Ok, ouais, non, mais ça, on avait déjà parlé. Là, maintenant, si au Japon, là, pour préparer les prochaines émissions, si tu dois donner quelques noms de catcheurs pour donner envie aux gens d'aller voir leur match, d'aller, tu sais, de s'intéresser à ça, quel catcheur tu peux aller dire aux gens d'aller voir? C'est pas français ce que je viens de dire. Moi, Quel nom tu donnerais aux gens? Est-ce que tu préfères que je donne des noms all-time, donc ça veut dire parler un peu de légendes, de gens qui ne catchent plus aujourd'hui, ou des gens actuels? Eh ben, j'ai envie de te dire, donne voir, allez, 3 ou 4 légendes, mais de toute fédération. Oui. Ne reste pas bloqué que sur la New Japan. Et puis, une fois qu'on a parlé un tout petit peu de ces légendes et qu'on les a un petit peu contextualisées, on fait la même chose pour des catcheurs un peu plus récents. Ça marche. Et dans les catcheurs récents, je peux parler un peu de Gaijin en plus. Voilà, si tu veux. Donc dans les légendes, on en a déjà parlé, donc je vais en reparler. Il y a Inoki, vous pouvez aller en voir. Ça va pas parler à tout le monde parce que c'est assez vieux. Même chose, hein. Dans les commentaires, je veux que quand tu mets les 2 petites chaînes qu'on a dit tout à l'heure, que tu mettes en plus le nom de ces catcheurs. Oui, pas de souci. Donc le créateur de la New Japan, je vous conseille d'aller voir du Inoki parce que c'est quand même un truc historique. Donc il y a des matchs à voir ou même des moments à voir avec lui. Donc c'est quelqu'un qui vous devez vous documenter un peu dessus. Moins Giant Baba, je trouve c'est moins regardable ces matchs que Antonio Inoki. Et dans ces autres stars, je vais dire 3 noms comme ça parce qu'on en a déjà parlé. C'est la première génération des mousquetaires à la New Japan. Donc on en a pas beaucoup parlé dans la dernière vidéo Popurri. Keiji Muto. Donc vous pouvez y aller voir. Donc le Great Muta Keiji Muto. Comment il s'appelle? Ah, excusez-moi. Un petit trou. Le Yakuza qui a fait partie de la NWO. Donc, je peux pas t'aider, moi. Je suis désolé, c'est vrai que j'ai pas les compétences, hein. Donc, je disais, oui, excusez-moi, j'avais un petit trou de mémoire. Donc, le premier, Keiji Muto. Le deuxième, vous pouvez aller voir le Yakuza, que je disais, c'est Masahiro Chono. Donc, lui, il a fait partie, en plus, vous pouvez aller voir des... il parle, lui. Oui, bah oui, parce que tu l'as vu à la WCW. Ah, bah, c'est les images. Donc lunettes noires, manteau hyper long, ténébreux, quoi, genre un peu à la Matrix. Mais vraiment, il a une tête de Yakuza. Je pense à Matrix quand tu dis. Ouais, voilà, c'est ça, vraiment une tête de Yakuza. Et lui, c'est c'est le premier qui a gagné le tournoi G1 Climax au Japon. Le G1 Climax, c'est une institution, c'est tous les ans. C'est quoi? Explique. Le G1 Climax, c'est le plus gros tournoi à la New Japan. C'est tous les ans en été. Et ça donne un peu comme le Royal Rumble. Quand vous gagnez le Royal Rumble, vous allez au main event de WrestleMania. Vous avez un match de championnat pour WrestleMania. Oui, ouais. Voilà. Alors que le vainqueur du G1 Climax, il aura le main event de Wrestle Kingdom. D'accord, 6 mois après. 6 mois après. Ok. Voilà. Et c'est un tournoi en ligue. Donc ça veut dire, bon, maintenant ils le font en 4 blocs, mais le truc original c'était 2 blocs. Et non, c'était même 8 catcheurs, les 8 meilleurs catcheurs qui s'affrontent. Ils s'affrontent tous. Ils ont des points. S'ils gagnent, ils ont des points. Comme un championnat, quoi. Comme un championnat. Et en fait, les deux qui ont le plus de points à la fin du tournoi, ils s'affrontent en finale. Et le vainqueur, après, il est assuré d'aller au plus gros show de l'année. Pour le titre? Pour le titre en général, ouais. Parce que là, oui, ça on en a pas parlé, mais les titres ont aussi une importance au Japon? Très important. Très important. Pareil, on retrouve des ceintures pour différentes catégories comme on a en... Ouais, bah, si tu veux, on fait le petit parallèle avant de revenir sur les catcheurs. Je vais donner l'exemple de la New Japan parce que c'est le plus parlant. C'est la fédération que je connais le mieux. Donc, il y a le titre mondial poids lourd, qui est le titre IWGP. D'accord, donc, ouais. Voilà, donc IWGP, c'est International Wrestling Grand Prix. Il a appelé ça comme ça. Et c'est le titre poids lourd. Le plus lourd. C'est le titre, le plus gros. Poids lourd. En dessous, en général, il y aura un gros titre intermédiaire, donc il y en a eu plusieurs. Actuellement, c'est le titre, ils appellent ça le titre global. D'accord. Mais avant, c'était le titre intercontinental et il y avait le titre des États-Unis. Ils ont rassemblé les deux pour faire le titre global, mais c'est la même chose. Après, il y a le titre junior, donc le titre cruiserweight, qui est ultra important. En général, c'est souvent le deuxième gros match de la soirée. D'accord, ouais. Donc c'est vraiment très important. Ouais, c'est attendu, ouais. Et après, il y a beaucoup de titres. Et après, il y a des titres par équipe poids lourd, titre par équipe junior, titre trio. Pour les... Il y a un titre pour les championnats trio, en fait. Ouais, des six-man tag. Il y a un titre open weight, donc ça veut dire que des cruiserweight et des poids lourds peuvent participer pour ce titre. En général, on appelle ça le titre des bourrins, qui s'appelle le titre never. C'est souvent des mecs qui se tapent bien dessus qui ont ce titre. C'est un peu rigolo.
On en parlera dans des vidéos parce que c'est hyper intéressant l'histoire de Street. Et voilà, t'as à peu près l'historique. C'est un peu comme aux États-Unis. En fait, t'as des titres par catégorie. Ah, c'est bien d'en parler. Voilà, sauf que le linéage du titre IWGP, il est vraiment très important parce que il y est depuis sa création. D'accord. Parce que quand il y a eu la création de New Japan, il n'était pas encore là. Il l'a créé bien plus tard. Mais c'est un linéage qui est toujours là aujourd'hui. Oui, qui a de l'importance. C'est un titre qui a vraiment prestigieux. C'est mythique de gagner ce titre. C'est mythique. Ok. Voilà. Par exemple, très peu de Gaijin l'ont eu. Oui, ça il me semble que tu avais dit Brock Lesnar, par exemple. Brock Lesnar l'a eu, Edge Styles l'a eu, Kenny Omega l'a eu. Dans les gros noms, Kenny Omega, Will Ospreay aussi. Mais Jay White, mais j'ai l'impression de dire beaucoup de noms Gaijin, mais dans toute l'histoire du titre, oui, ça fait peu. Ça fait très peu. Ouais, ça fait Voilà, ça fait très peu. C'est souvent des Japonais. D'accord. Ce qui est, on va dire, normal. On repart sur les catcheurs que les gens doivent aller voir. Voilà. De Rosetta arrêté sur Masaru Chono, donc c'était pour vous dire que c'était le premier vainqueur du G1 Climax et il l'a gagné 3 fois. Donc c'était, à la fin, il avait un surnom, c'était Mister Auguste. Ok. Donc vraiment, Monsieur Août, parce que le tournoi finit en août. Ah oui, Auguste, ok. Je pensais au dresseur Pokémon, moi, je suis fatigué. Voilà, donc Oh, la vache. Du coup, les 2 premiers sont très connus aux États-Unis, donc Keijimoto et Chono, et le dernier, il est un peu oublié, alors que c'était lui, la grosse star qui représentait ce que Inoki voulait. C'est Shinya Hashimoto. Je pense que tu as déjà vu des images de lui, il a pas un physique impressionnant, il est un peu bedonnant comme ça, cheveux longs, et il a un bandeau blanc à la Ryu un peu. Pas rouge, mais blanc. Ça te dit rien. Ça te dit rien. Et en fait, lui, c'est vraiment, il catchait comme un pratiquant d'arts martiaux. Il faisait des balayettes, des coups de pied. C'est l'un des premiers catcheurs à avoir popularisé ce qu'ils font maintenant beaucoup à la WWE. Tu sais, les toi à moi. C'est un coup de coude. Ensuite, viens m'en mettre un coup de coude, un coup de coude. Et puis le public qui crie après chaque coup. À chaque coup. Et ben, lui, il a popularisé ça. Vraiment, l'esprit, encore une fois, je reviens sur ce terme, je le dis beaucoup. Shonen. C'est vraiment, vraiment le spirit, quoi. Vraiment, d'utiliser toute sa rage avec la galvanisation du public. L'esprit sportif, la galvanisation du public pour sortir ses dernières forces dans le combat, quoi. D'accord. Donc vraiment, le Shinya Hashimoto, vous pouvez y aller. Surtout qu'en plus, lui, il était legit un tueur dans le ring. D'accord. Donc en fait, il a beaucoup de matchs où en fait, ça part en shoot. D'accord, ok. Où à la fin, ça met des vrais coups, quoi. Donc c'est très rigolo. Donc ces 3 grosses stars légendes au Japon, vous pouvez y aller. De la New Japan, vous pouvez y aller. Et je vais partir sur le côté All Japan. Donc en All Japan, donc j'en ai beaucoup parlé dans la vidéo aussi. Mitsuharu Misawa. Lui, c'est vraiment le mec que vous devez aller voir. Donc qui était la plus grosse star de la All Japan et qui a décidé après la mort de Giant Baba, il devait reprendre la fédération, mais la veuve de Giant Baba a refusé. Et en fait, il a décidé de créer sa propre fédération qui va appeler la Noah. Oui, ça t'en a parlé tout à l'heure. Pourquoi la Noah? Pour l'Arche de Noé. D'accord. Parce qu'en fait, quand il a créé sa fédération, ils l'ont pratiquement tous suivi. Pour créer sa fédération, et c'est devenu, pendant une toute petite période, la fédération numéro 1 au Japon. D'accord, même devant la New Japan. Ok. Pendant une toute petite période. Un qui a été un de ses grands rivaux, et un de ses plus grands partenaires par équipe, Kenta Kobashi, parce qu'on me l'a cité dans les commentaires, donc je peux en parler. Kenta Kobashi, c'est vraiment la représentation de la droiture du samouraï japonais, le mec de l'honneur et qui va tout donner. Et il a un physique de bœuf. Vraiment, pour un japonais, je te montrerai des photos et des vidéos de Kenta Kobashi. Il a un physique pour un japonais, franchement, on le met face à Brock Lesnar, il est pas ridicule. D'accord, ok. Voilà, pour te dire, il est vraiment... C'est un beau bébé. C'est pas dans le musculé, mais vraiment dans le gabarit, quoi. D'accord. Et lui, une de ses qu'il a popularisé, c'est les Atemi. C'est vraiment, il a inspiré les mecs comme Gunther. D'accord. Vraiment. Gunther, il a jamais fait de passage. Je crois que des petits passages. Il a pas fait de gros passages. Parce que lui, il aurait vraiment cadré dans le fait du Gaijin. Ouais, du Gaijin. C'est pour du Gaijin il terrifiant. Il aurait bien fonctionné. Il aurait fonctionné, je pense. C'est sûr. Donc Kenta Kobashi et le dernier que je vais citer, qui fait partie en fait des 4 gros qu'il y avait à l'époque, c'est Toshiaki Kawada. Toshiaki Kawada, alors lui, si vous allez le taper, vous allez dire ouais, il paraît pas impressionnant du tout parce qu'il est un peu petit. Il a pas un physique de fou. Mais par contre, si vous aimez Vegeta, les enfants, vous allez l'adorer. Parce que lui, c'est un gars qui a été beaucoup portrayé en tant que heel, mais en fait, c'est même pas un heel, c'est plus vraiment Vegeta dans sa manière. C'est vraiment le gars fermé, avec énormément de fierté, et qui a des accès de rage, qui a un catch violent,
vraiment violent, qui a des coups de pied tonitruants, vraiment, ses coups de pied, c'est des coups de fusil à pompe, si tu veux. Et vraiment, à la All Japan, chaque mec avait un statut précis et un style précis. Aucun ne se ressemblait. Donc vraiment, les 3 noms que je vous ai cités, vous allez voir, les trois sont différents. Tu les remets dans les commentaires. Je les remettrai dans les commentaires. Et maintenant, si tu devais parler de catcheur actuel, un petit peu plus actuel, mais n'en donne peut-être pas 6 parce que ça va faire beaucoup. Non, je vais vous en citer 2 à la AEW parce que comme ça, à la AEW, comme ça vous permet d'aller voir parce que c'était la plus grande star de la New Japan qui est à la AEW depuis pas mal de temps, c'est Kazuchika Okada. Oui, bah lui, même moi de nom, je le connais. Vous êtes obligé d'aller voir ça. Il a été considéré aussi comme le meilleur catcheur du monde. Oui, et il est encore considéré. Ah non, tu as dit que c'était Will Ospreay. C'est Will Ospreay, mais il est encore considéré dans les 5 meilleurs. Quoi. Ouais, d'accord, voilà, ouais. Voilà, comme Kenny Omega. Oui, je pense aussi à Kenny Omega. Voilà, Kenny Omega, forcément, qui est toujours aussi exceptionnel aujourd'hui. C'est Kenny Omega qui était venu déguisé en Jasmine, non? Oui, et en Sephiroth quand il est revenu au Japon après sa blessure. Donc moi, c'est Kenny Omega, c'est un de mes catcheurs préférés, forcément. L'autre catcheur japonais que je vais vous conseiller de la AEW d'aller voir, c'est Konosuke Takeshita. C'est une machine de guerre. Lui aussi, il est considéré comme l'un des meilleurs catcheurs du monde. Lui, il vient de la DDT. C'était la grosse star de la DDT. Donc maintenant, il est à la AEW signé, mais il continue de bourlinguer, il continue d'aller un peu partout. Et lui, il a un physique aussi démentiel. De base, c'était un physique tout queuse, tout ça. Et il s'est fait un physique vraiment très propre. Et c'est un des rares catcheurs japonais à s'être adapté au catch américain. Donc lui, vous pouvez aller le voir. Et dans les stars au Japon, je vais en citer 2 à la New Japan. Yota Tsuji, parce que j'en ai déjà parlé. Lui, vous pouvez aller le voir, vraiment, lui, je vous dis, c'est quand vous créez un catcheur dans 2K22, 2K25, dans un jeu de catch, bah, en fait, créez Yota Tsuji si vous voulez le catcheur parfait. Pour moi. L'autre que je vais citer, pour moi, c'est celui qui deviendra la plus grande star de la New Japan dans les 10 ans qui vont venir. S'il n'y a pas un problème, c'est Shota Umino. Shota Umino, c'est le fils de l'arbitre le plus mythique à la New Japan. En fait, même les arbitres, il y en a qui sont très connus, dont celui que je vous parle qui s'appelle Reichu Zuno, parce que c'est l'arbitre qui porte les chaussures rouges. C'est sa marque de fabrique, il a des chaussures rouges, et c'est son fils. Et ce mec-là, il a vraiment une progression lente, il est toujours pas main eventer, il a fait le main event de Wrestle Kingdom, il a perdu, mais vous pouvez le suivre parce qu'en fait, il a été beaucoup lié à Jon Moxley, anciennement Dean Ambrose. Quand Jon Moxley est passé au Japon, il l'a pris sous son aile, et donc du coup, il a pris beaucoup de trucs de lui. Et donc du coup, il y a toute une histoire. Qui a pris l'autre sous son aile? C'est Jon Moxley qui a pris Shota Umino sous son aile. Merci. Non, quand il était encore Young Lion. Ouais, donc c'est vraiment, il le suit depuis pas mal de temps. Et vraiment, c'est pour beaucoup, et même pour moi, c'est l'héritier de Hiroshi Tanahashi. D'accord. Donc forcément, il deviendra une grosse star. Et je vais vous en citer 2 de la Noah. Parce que la Noah, j'ai pas le temps de la suivre, mais j'aimerais vraiment beaucoup les suivre. J'ai pas trop les grosses stars actuelles, mais j'ai 2 noms qui sont bien ancrés actuellement. Donc c'est Keno. Donc Keno, il est pas grand. Franchement, il serait poids léger aux États-Unis, mais il est considéré comme poids lourd au Japon. Au Japon, ouais. Et lui, il est vraiment très réaliste dans son catch. Vraiment, il se rapproche beaucoup du MMA parce que je crois même qu'il en fait. Et il fait partie des mecs qui ont les meilleurs coups de pied du business. Et l'autre, comme CM Punk. À côté, CM Punk, il tape comme une fillette. Voilà, c'était pour la blague. Pour la blague. Et l'autre que je vais vous citer, c'est une légende. Il commence à être une légende. Il est sur la fin. Mais c'est pour aller voir son nom. Je vous conseille d'aller voir des clips de lui. Parce que pareil, on a parlé de Kenta Kobashi sur les Atemi. Lui, c'est l'élève direct de Kenta Kobashi. Il a été entraîné par lui. Et Gunther, à côté, c'est les Atemi de petites filles. Ouais, quand même. Là, vraiment, je n'exagère zéro. Ce catcheur, c'est Go Shiozaki. Ça, j'irai voir. Voilà, je pourrais te montrer des vidéos, des compilations. Il me semble que tu m'en as déjà montré. Il met autant son âme quand JBL met un close-end from hell. Ah, ça donne envie. Voilà, à tel point qu'en fait, aujourd'hui, il est plus main eventer parce qu'en fait, il a les bras pétés à force de mettre des coups avec ses bras. Tu me sens que tu l'as dit dans une des émissions? Non, je ne crois pas que j'en ai parlé, ou peut-être en off. Je sais plus, ça me parle ce que tu dis. Voilà, et vraiment, le mec a les bras pétés en 2 parce que il a beaucoup trop servi de ses bras entre les lariats, les Atemi, en fait. Il a le corps détruit. Il a le corps détruit. Ok. Alors, est-ce que pour cette première émission, t'as envie de dire encore quelque chose ou est-ce que ça te va comme ça? Ça me va comme ça parce que sinon on s'arrête jamais parce qu'il y a tellement à dire. J'ai tellement de catcheurs que j'ai envie de vous parler, que ce soit pas forcément que des japonais en plus. J'ai beaucoup de gaijin parce que justement retracer peut-être le parcours de Kenny Omega
ou le parcours de l'ancien champion IWGP poids lourd qui est Zack Sabre Jr., t'en as déjà entendu parler aussi, qui est le mec qui a tenu le titre de meilleur catcheur technique du monde, qui est pour le Wrestling Observer, tu sais, le truc de Dave Meltzer. Ce titre, être le meilleur catcheur technique au monde, c'est le titre Daniel Bryan. Le titre Bryan Danielson. Ouais. Et en fait, c'est Zack Sabre Jr. qui l'a tenu 5 années d'affilée. Ok. Ouais, donc ça place le mec. Ça place le mec. C'est le catcheur technique c'est le meilleur catcheur technique du monde. D'accord. Mais il est à la New Japan, toujours actuellement. D'accord. Il est toujours pas venu aux États-Unis. Il fait des apparitions aux États-Unis, mais il a pas signé dans une grosse fédération. Ouais, il vient juste dire bonjour. Il vient dire des bonjours. Ouais. Ok. Alors, les amis, on va tout doucement se diriger vers la fin de cette première émission des couleurs du catch à l'Est. Oui. Moi, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, mettez-nous un j'aime, mettez-nous un commentaire, mettez-nous ce que vous voulez. Faites vivre ces émissions, parce qu'encore une fois, ces émissions, c'est les vôtres. Et oui, et on veut, donnez-moi des noms justement de catcheurs, de fédérations, de rivalités peut-être qu'on pourrait faire dans ces hors-séries. Mais mec, pas que dans les hors-séries, hein. Même donnez-nous tout court. De manière générale. Si vous avez quelque chose à nous demander ou si vous avez envie qu'on parle d'un sujet précis, si vous avez des questions que vous voulez que je pose à Messiah dans un prochain pot pourri, d'ailleurs j'en ai toujours une à te poser pour une petite émission là comme on avait fait avec le main event. Voilà, n'hésitez pas, dites-nous. En fait, voilà, moi je vous redis encore un coup, c'est vos émissions, nous on les fait, mais c'est vous qui les faites vivre. En fait, et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, YouTube fait un peu ce qu'il veut, donc il y a que en mettant des j'aime, en mettant des commentaires et en faisant vivre l'émission que vous continuerez à faire grandir votre chaîne, quoi, finalement. Yes, et que ça nous continuera à nous motiver à partager notre passion avec vous. Bah, un j'aime, un commentaire, un abonnement, bah pour nous c'est un encouragement supplémentaire. C'est clair. En fait, voilà. Mais ça y est, je te remercie. Bah, je te remercie à toi Thomas. Et je te dis à très bientôt. Les bientôt. amis, à très bientôt également. Il y a l'émission sur Mick Foley qui est disponible. Allez la voir. Et merci pour tout. Voilà. Mais ça y est. À la prochaine. À la prochaine. Ciao, ciao les amis. Salut!